Mais cela, bonjour, donc c'est moi qui ai l'honneur de démarrer l'atelier par une présentation. Donc je suis Daniel Besser, donc je suis directeur CERN depuis 8 mois sur, vu que ça commence en fait, hein, voilà, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, donc sur les 6 CERN d'Auvergne-Rhône-Alpes. Moi je commence ici parce que je suis auvergnat, donc voilà, c'est ma petite note de cœur. Je vais tourner sur les 3 ateliers, donc je ne vais pas rester longtemps, le temps est contraint, donc je vais essayer de passer assez vite. Alors, j'ai pas prévu de vous parler de rails, de traverses, de ballast, de système de signalisation, parce que, je suis désolé, parce que c'est prématuré, parce que les préfigurations démarrent, donc on est au stade des états des lieux avec les autorités organisatrices des mobilités, et il faut d'abord construire le projet de déplacement. Et ça, ce sont aux autorités organisatrices de mobilité de s'exprimer là-dessus. Donc je vais plutôt vous parler de SNCF Réseau. Ce que fait SNCF Réseau, comment SNCF Réseau, qu'est-ce qui nous caractérise et comment on va s'inscrire dans la dynamique des CERN, parce qu'il s'agit bien évidemment de les réussir et de les réussir rapidement. Voilà. Là, il y a une première diapo que vous ne voyez pas. Alors, elle a disparu, c'est pas grave, mais il est écrit SNCF Réseau, architecte et gardien du réseau. Donc, pour vous dire qu'il y aura 2 temps, je vais d'abord vous parler de SNCF Réseau, dans ses dimensions d'architecte et gardien du réseau, donc réseau ferré national. Et puis après, je vous parlerai de l'implication de SNCF Réseau dans les CERN. Alors, SNCF Réseau, c'est un gestionnaire d'infrastructure. C'est un gestionnaire d'infrastructure à qui l'État a confié donc, le réseau ferré national, donc près de 28 000 km de ligne. Et les missions qui sont conférées par la loi SNCF Réseau, c'est de maximiser l'usage du réseau, c'est-à-dire de faire à ce réseau ce pourquoi il est prévu, faire rouler des trains. Et en faire rouler un maximum, parce que c'est un bien public et il s'agit quelque part de le rentabiliser en termes de performance. Donc SNCF Réseau, en tant que gestionnaire d'infrastructure, gère le réseau, donc ça veut dire qu'il l'entretient, ça veut dire qu'il le modernise aussi, hein, on change de siècle et on introduit donc des systèmes nouveaux, plus performants, et qui s'appuient sur les technologies et les organisations d'aujourd'hui. SNCF Réseau commercialise aussi. Les revenus de SNCF Réseau aujourd'hui, c'est la vente de sillons, donc les droits de passage sur le réseau. On a un chiffre d'affaires commercial d'à peu près 7 milliards d'euros pour toute la France. Ça fait à peu près 10% à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc on vend des droits de passage. C'est comme ça que SNCF Réseau se rémunère. Il a quelques dotations d'État aussi pour l'entretien du réseau. Mais voilà, donc l'intérêt de SNCF Réseau, c'est bien de faire rouler un maximum de trains, de faire entrer les recettes. C'est là que le système est vertueux et c'est là où le gestionnaire d'infrastructure doit trouver son équilibre économique pour la pérennité du réseau. Évidemment, alors on parle beaucoup de sécurité dans le ferroviaire, on en parle avec, voilà, c'est un des points sur lesquels qui caractérise le ferroviaire. On est attaché à la sécurité, on fait du transport de masse. Donc voilà, on est garant de cette sécurité, on en est responsable vis-à-vis des autorités de sécurité. Donc c'est un des attendus très forts du gestionnaire d'infrastructure. Et l'autre attendu est la fiabilité. Voilà, sujet sur lequel on travaille, sur lequel on cherche à progresser, évidemment, lorsque cette fiabilité n'est pas au rendez-vous. Voilà. Et SNCF Réseau, c'est aussi, donc je parlais d'entretien et d'amélioration du réseau. Ça se fait sur le réseau. Et quand on fait l'entretien du réseau, les trains ne roulent pas. Donc il y a une gestion de capacité à faire de manière performante pour pouvoir continuer à faire rouler les trains. Et donc on a tout ce travail de travailler sur les conditions d'accès, donner un maximum d'accès au réseau aux entreprises tout en entretenant, en rénovant le réseau, et ça de manière complètement transparente. On gère un bien public, donc on doit de l'information. Dit autrement, les 3 missions de SNCF Réseau que j'ai conservées pour aujourd'hui, c'est construire, entretenir et piloter. Alors construire, c'est construire l'offre commerciale, c'est construire les sillons. Et là, on rejoint les sujets de CERN, parce que les CERN, ça va être des sillons. On va construire une offre de sillons qui soit dense, qui soit cadencée et qui soit interconnectée avec les autres services de transport. Voilà. Et donc, on va bien rechercher l'utilisation maximale du réseau, c'est-à-dire faire fluctuer toute la capacité qui est disponible. Entretenir, alors je l'ai dit aussi, hein, c'est l'entretien du réseau. On a une particularité, nous, c'est que les clients sont dans l'usine. L'usine, c'est notre réseau. Les clients sont dans l'usine. Et quand on va arrêter l'usine pour faire l'entretien, on embête nos clients. Voilà. Donc je ne reviens pas sur ce que je disais, le travail en transparence. Mais là, on cherche aussi à anticiper
à donner de la visibilité à nos clients et à travailler sur des logiques d'axe pour permettre l'écoulement des flux même pendant les travaux. Et puis piloter, on a une position particulière, c'est que tous les trains roulent sur un seul réseau, qui est celui qu'on gère. Et donc on a une position centrale, et sur la performance de ce réseau, on a un rôle à jouer. Donc on définit des normes de production, hein, les normes d'exploitation en gare, ça va être les temps d'arrêt sous gare, les règles d'utilisation du réseau. On travaille sur ces normes, mais on travaille également avec les entreprises ferroviaires, qui sont les opérateurs du réseau, pour arriver ensemble à avoir une production qui soit de qualité. Alors, on a un programme, par exemple, qu'on a engagé il y a quelques années, qui est le programme du train à l'heure. On travaille avec les entreprises pour s'assurer que toute la chaîne de management jusqu'au départ du train fasse qu'au moment, à la minute zéro, quand le train doit partir, toutes les conditions sont réunies pour qu'il parte à l'heure. Un train qui part à l'heure, en général, il a de bonnes chances d'arriver à l'heure. Donc le deuxième volet, donc SNCF Réseau et les CERN. Donc comment on s'inscrit dans les CERN? Alors d'abord, on est ravis que les CERN viennent sur le réseau parce que ça va faire des sillons. On va utiliser le réseau, donc c'est notre raison d'être. Et on va vraiment dans le sens de nos missions, qui est la maximisation de l'usage du réseau. Donc voilà, ça va contribuer au développement du réseau, ça va nous amener des recettes et ça va nous aider à améliorer ce réseau. L'approche que l'on a, alors là on travaille dans le cadre des projets qu'auront définis les autorités organisatrices, on s'inscrit dans ce projet-là, et on est sur une notion de service. Hein. Le ferroviaire est la colonne vertébrale, mais le service va bien au-delà du ferroviaire. Donc on s'inscrit là-dedans, et la démarche que l'on a, c'est de faire, on fait avec ce qu'on a dès que possible. Donc l'idée, c'est pas, à terme on visera, on verra ce que donneront les missions de préfiguration qui démarrent, mais à terme on envisage les travaux. Mais il y a déjà des étapes court terme, et à chaque fois que les conditions seront réunies pour pouvoir augmenter l'offre, on tâchera d'être présent pour pouvoir le faire. Donc ça commence par ce qu'on appelle, en Oran, on appelle ça les RER de niveau 1. Et voilà, c'est de profiter de la capacité résiduelle, notamment en heure creuse, pour densifier l'offre et permettre déjà de faire des sauts d'offre. Donc voilà, la notion de travail par palier, on cherche une démarche pragmatique pour répondre aux attentes de la loi qui sont d'aller vite. Et ma dernière diapo, les enjeux pour nous. Alors le premier enjeu, c'est poursuivre la trajectoire de rénovation et de modernisation du réseau. J'en ai parlé, M. Bonichon en a parlé tout à l'heure. Pour construire une offre dense et fiable, il faut un réseau qui soit performant et fiable. Donc on a un travail aujourd'hui, on a investi à peu près 3 milliards d'euros pour la rénovation du réseau. Il faut qu'on poursuive cet effort, il faut qu'on poursuive sur cette trajectoire pour mettre à disposition des CERN un réseau qui soit performant. Le deuxième point, c'est s'assurer de la fiabilité à chaque étape. J'ai parlé donc d'une démarche plutôt pragmatique où on ferait évoluer l'offre étape par étape. L'idée, c'est de vérifier qu'à chaque fois qu'on va faire un saut d'offre, on va construire quelque chose de fiable et de performant. Voilà. C'est pas au moment où on aura renforcé les heures creuses, par exemple, qu'il faudra, voilà, on se rend compte qu'on a des difficultés qu'on n'avait pas explorées. Donc on a des retours d'expérience de notre réseau. Et on travaille beaucoup sur la maîtrise du risque et fiabiliser les offres avant de les mettre en service. On a évidemment un équilibre à veiller, donc c'est un équilibre d'une part capacitaire, donc j'ai parlé d'entretien du réseau et commercial, parce que faire rouler plus de trains, c'est plus d'entretien. Donc il va falloir qu'on trouve un équilibre, voire un nouvel équilibre, et ça va venir questionner peut-être nos modes de production. Voilà. Aujourd'hui, on prend ce qu'on appelle les fenêtres de surveillance sur le réseau pour inspecter le réseau. On cherche maintenant d'autres solutions pour réduire cette empreinte sur d'empreinte capacitaire et de redonner de la capacité au commercial. Ça va poser aussi des questions sur la gestion des aléas. Si on a une offre qui est tendue toute la journée, on aura moins de détente en milieu de journée pour traiter de gros incidents. Donc là aussi, il va peut-être falloir imaginer de nouveaux modèles. Et puis, il faut on doit le même service à tous nos clients. Donc on a les CERN, on a également tous les autres services, le fret, qui contribue aussi à l'effort de décarbonation, et puis tous les services de voyageurs qui ne sont pas conventionnés. On doit une équité entre tous les clients, donc il va falloir qu'on trouve des solutions pour arriver à donner de la capacité à tout. Ça aussi, ça rentre dans les missions de SNCF Réseau. Voilà. Et puis, il y a évidemment l'adaptation et l'évolution des infrastructures qui seront décidées dans le cadre de la préfiguration. Il va falloir qu'on les réfléchisse en cohérence avec les autres modes de transport, parce que là, on ne joue pas tout seul. On est vraiment sur une notion de service qui s'étend bien au-delà du ferroviaire.
Et l'idée, c'est qu'on ait quelque chose sans couture et bout en bout pour les utilisateurs du service. J'ai terminé, je vais un peu vite. Normalement, là, j'ai merci. Merci. Comme on m'a confié un rôle d'animateur, est-ce qu'il y a des questions? Il y en a une. Oui, j'ai une question. Comment SNCF s'est structuré pour accompagner les CERN en fait, en interne pour les études donc on avait lancé les études des écoles ferroviaires, qui étaient donc avec une organisation qui a pris un peu de retard dans un certain nombre de CERN. Comment vous renforcez en fait vos équipes pour qu'on puisse avancer vite sur les CERN, puisque l'objectif c'est quand même en fin d'année d'avoir une préfiguration. Ouais. Alors, effectivement, il y a des études qui sont faites par ailleurs. Aujourd'hui, je pilote le programme CERN pour le compte de SNCF Réseau Auvergne-Rhône-Alpes. On a des études qui sont lancées dans chaque région qui ne sont pas au même stade d'avancement, sur chaque CERN, qui ne sont pas au même stade d'avancement. Voilà, donc effectivement, dans le cadre de la préconstruction qu'on va faire dans les CERN, on va définir une cible, des étapes pour arriver à cette cible et donc des développements à engager pour construire cette cible et les coûts associés, parce qu'il y a aussi une notion de coût, ça a été expliqué précédemment. Dans le cadre de cette phase de préconstruction, on va regarder s'il est nécessaire effectivement de réordonnancer les projets et à ce moment-là, on va re-questionner les moyens qu'on met derrière pour les livrer à temps. Je ne sais pas si ça répond à... Moi j'avais une question du coup sur la région, les CERN, où les différents niveaux de maturité, où vous en êtes effectivement par rapport à ces différents projets. Est-ce que pour l'instant c'est juste la labellisation et il n'y a pas vraiment d'études qui ont été lancées ou, voilà. Non, où est-ce que vous en êtes alors, et en particulier pour Chine. Bon, je pense que je comprends, mais en fait, il y avait les projets existaient. Les autorités organisatrices, SNCF Réseau n'ont pas attendu évidemment les CERN pour se projeter et penser à demain. Le CERN va fédérer tout ça, il va sur tous les temps. On va passer d'une notion de projet ferroviaire à une notion de service multimodal. Voilà, donc ce que je disais, c'est que sur chaque métropole, il y a déjà des projets, ce qu'on appelle des étoiles ferroviaires. C'est des études, on fait un état des lieux, on identifie les besoins, il y a une part de dialogue territorial qui peut être faite, qui est en complément de celle qui est faite dans le cadre des CERN. On identifie les besoins, on regarde ce qu'il est possible de faire en apportant un minimum de modifications sur l'infrastructure, parce que l'idée c'est de développer du transport, mais pas forcément d'aller faire du béton voilà. Donc on cherche les meilleures solutions, puis après il faut chercher les financements, mais en tout cas ça donne une trajectoire. C'est cette trajectoire-là qui va venir nourrir la construction du schéma d'ensemble des CERN. Juste peut-être un point de précision aussi, s'il y a un boulot de travail de coordination pour répondre à votre question, madame, sur le côté SNCF Réseau, on a aussi le groupe qui se mobilise derrière les CERN et derrière l'innovation. Moi j'anime un programme qui s'appelle le CERN Innovant et puis pour ambition de placer le voyageur au centre, d'avoir une progressivité de 3-6-9 et essayer d'arrêter de mettre l'innovation très très loin de façon très immatérielle, mais la mettre au service des entités opérationnelles. Et puis également, et ça c'est peut-être une incantation à ce stade, mais qu'on essaye d'incarner, c'est faire du ferroviaire moins cher, parce que je pense aussi qu'il y aura vraiment une dimension à pouvoir utiliser les assets existants au mieux, sans dans un premier temps penser à des investissements longs et on pense à des sujets comme la conduite automatisée. On regarde aussi le cœur ferroviaire, mais on regarde aussi tout ce qui est multimodalité et études clients. On est aussi à la manœuvre côté groupe pour pouvoir aussi aider les activités à répondre concrètement. Donc on s'est vraiment organisé en coordination nationale côté SNCF Réseau et coordination groupe pour pouvoir être un appui. Donc c'est un des éléments de réponse aussi à votre question. Juste une question, je rebondis sur la remarque que vous avez exprimée sur la capacité, la circulabilité du réseau, en fait, notamment du fait des capacités de travaux et des capacités de surveillance aussi. Pour nous, l'autorité organisatrice, je travaille pour la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est très problématique vis-à-vis de l'efficacité de ce qu'on peut proposer à nos voyageurs, en fait, en termes de qualité, de continuité d'offre, et aussi en termes de performance économique. J'entendais parler d'assets, en fait. C'est vrai que les moyens de production, en fait, pour qu'ils soient déployés en fait, au mieux, il faut qu'ils puissent y appeler toute la journée, ce n'est pas le cas. Donc j'entends voilà, cette réflexion côté réseau, et on ne peut que la saluer. Je voudrais savoir si côté Aura, vous avez déjà des retours d'expérience ou des programmes pilotes justement pour travailler différemment sur ces questions de surveillance ou de fenêtres de travaux, pour les massifier, pour les réduire, pour travailler sur d'autres technologies, d'autres systèmes en fait, qui permettent
d'aller vers la continuité de circulation et augmentation de l'amplitude. Est-ce qu'il y a des fenêtres de travaux là, sur le Léman Express? Il y en a qui contraignent l'élément express, on a réussi à en bouger une, hein, donc c'était un exemple que je voulais citer. On a eu une demande donc, de l'Emanis hein, de bouger 2 fenêtres de travaux. Il y en a une qu'on a réussi à faire bouger, l'autre on n'a pas trouvé de solution pour l'instant. Mais alors, c'est à quelle heure? Ça fait quel impact? Là, l'idée c'était de faire rouler un train supplémentaire en soirée. Et on les traite au cas par cas parce que c'est spécifique, ça dépend de la typologie des lignes, du besoin, de l'organisation de la maintenance et tout. Donc aujourd'hui, on n'arrive pas à partir sur des principes de travail parce que on passerait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour un résultat qui serait pas efficace. Donc ça répond, voilà, on le fait, on engage le travail au cas par cas, c'est-à-dire quand on voit qu'il y a un problème et que ça bloque, on recherche des solutions. À ce stade, on n'a pas de garantie de réponse. Après, sur un autre sujet, on déploie de la télésurveillance et tout, donc partout où on a, enfin tout ce qui peut nous éviter d'aller en voie pour aller faire de la surveillance et donc faire remonter l'information avec les solutions numériques nous permettent à ce moment-là de libérer de la capacité. Donc là aussi, on a pas mal de recherches hein, sur les sujets. Après voilà, il faut déployer la télésurveillance, il faut mettre des équipements en voie. C'est un travail qu'on a engagé, effectivement. Ok, comme vous êtes multitâche et multisalle, est-ce qu'il y a une dernière question? J'avais une question, vous avez parlé de paliers, Ouais. temps court, moyen et long. Ouais. L'échelle du temps dans le ferroviaire, on sait ce qu'elle est. Elle est longue. Moyen et long, dans votre esprit, on parle de combien d'années? Vous me permettez de ne pas répondre parce que là, on est sur la préfiguration, et c'est le résultat de la préfiguration qui va le donner. Et je vais vous dire pourquoi, parce que effectivement, chez nous, le temps est long. Il est long parce qu'on fait beaucoup d'études avant de faire des travaux. C'est des travaux qui coûtent cher, donc c'est pas idiot de bien étudier avant. C'est long aussi parce j'ai parlé de régénération, 3 milliards d'euros, c'est énorme. Donc c'est de la capacité qu'on prend. Donc à un moment donné, il faut qu'on laisse de la capacité quand même au train, parce que sinon on va mourir guéri, comme disait un de mes anciens directeurs. Et puis parce que aussi il faut des entreprises pour faire les travaux et que le tissu industriel, on finit par le tendre aussi, par l'assécher. Donc voilà, tout ça fait qu'on travaille sur de la planification de travaux, mais on peut avoir des contraintes d'organisation, de planification des travaux dans le temps. Mais et là où je ne veux pas vous répondre, c'est que le travail de préfiguration va notamment venir questionner ces sujets-là. Donc je ne sais pas où on arrivera sur le moyen long terme, et je pense que d'un territoire à l'autre en Auvergne-Rhône-Alpes, la tension n'est pas la même, et du coup la réponse ne sera pas la même en termes d'années. Ok, merci beaucoup monsieur. Je vous remercie. Bonne poursuite de votre tour de piste. Je quitte au train. Vous quittez l'Auvergne. Vous voulez exposer le projet stéphanois? Allons-y. Allez, vous avez un... Ah non, celui-là, c'est le 43. Alors, Ah si, celui-là. Alors, je suis Armelle Gauthier, je suis directrice transport et mobilité pour Saint-Étienne Métropole, et je vais faire une présentation avec Daniel Zobel, Donc chargé d'études mobilité à EPUR, agence d'urbanisme des territoires lillois. qui travaille à nos côtés pour la phase de préfiguration et qui travaille déjà depuis longtemps avec nous sur l'étoile ferroviaire. J'excuse Luc François, mon vice-président transport et mobilité de la métropole, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Il était hier au Conseil métropolitain pour délibérer la convention de cofinancement pour les études de préfiguration. Donc Saint-Étienne Métropole, donc c'est une métropole qui s'est développée autour de vallées, donc la vallée du Furon ici qui nous emmène vers Lyon, la vallée de l'Ondaine qui nous emmène vers la Haute-Loire, Firminy, Le Puy,
Et puis la vallée du Furan qui nous emmène vers la plaine du Forez, qui s'est aussi, elle, développée dans la plaine de façon plus horizontale. Donc on voit qu'on a des centres urbains qui sont très denses ici, ce qui donne un territoire qui est multipolaire, avec des petites villes qui se sont développées autour des gares, et puis la centralité de Saint-Étienne Métropole. Et puis à partir des années 80, 80 et jusqu'en 2010, on a eu une périurbanisation avec un développement sur les coteaux, en fait, autour des vallées, et assez largement dans la plaine autour des zones d'activité. Ce qu'on a comme force sur le territoire, c'est que le développement urbain s'est fait autour de notre axe, de notre étoile ferroviaire, qui n'est pas à 8 branches, mais à 4 branches à Saint-Étienne. Donc une branche dans les deux vallées ici, une branche là vers Roanne et une branche vers Montbrison. Donc c'est la force du territoire pour développer les serres. Ce qu'on constate aussi, comme à Tours, hein, j'entendais tout à l'heure l'agence urbaine de Tours, c'est qu'on a une forte proportion de déplacements en vélo. Donc juste pour rappel, Saint-Étienne Métropole, c'est 170 000 habitants. La métropole elle-même, qui regroupe 53 communes, c'est 400 000 habitants. Et si on regarde le bassin de mobilité, l'aire d'attractivité, le disait l'agent on est à 500 000, et puis si on élargit sur le périmètre de la problématique du CERN, on est plus proche un peu plus de 600 000 habitants. Donc ça en fait la 4e aire d'attractivité d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ce qu'on peut dire sur les flux de déplacement, c'est qu'on est à 2 millions, un peu plus de 2 millions de déplacements quotidiens, 95% internes au bassin de mobilité et 2% vers le bassin de mobilité lyonnais. C'est pourquoi le CERM, on a tenu à rendre indépendant le CERM stéphanois, parce qu'on a beaucoup d'échanges internes dans les vallées et vers Saint-Étienne Métropole. Donc le lien avec Lyon est important, puisqu'on a 30 000 déplacements quotidiens de Saint-Étienne vers Lyon. Cet axe de la vallée du Gier est important aussi parce qu'il est contraint sur l'arrivée sur Lyon avec le nœud ferroviaire lyonnais. Donc on a des enjeux de compatibilité entre cette branche de la vallée du Gier et le nœud ferroviaire lyonnais. Cependant, les déplacements internes sont aussi un enjeu fort pour le CERM stéphanois. Ce qu'on peut dire... Oui, juste pour compléter, c'est de dire qu'en fait, autant le lien avec Lyon, on a une forte proportion des transports collectifs dans la part modale, et ce qui n'est pas le cas sur les autres types de déplacements en lien avec les autres territoires périphériques à Saint-Étienne Métropole, où là, la voiture individuelle est très majoritaire. Et pour certains axes, la part modale TC est en dessous de 5%. Donc on a, malgré la présence d'un axe ferroviaire, une ferroviaire qui est, en termes d'infrastructure en tout cas, qui est présente. Sur les liaisons Saint-Étienne-Lyon, c'est 60% des déplacements qui sont sur le ferroviaire déjà. Donc le gain en part modale, en fait, il n'est pas tant sur la liaison avec Lyon que sur les liaisons en interne au territoire. Ça, c'est les composantes actuelles du CERN, donc qui mettent en évidence que la liaison vers Lyon, elle est déjà bien cadencée, hein, puisqu'on est déjà au quart d'heure en fait, sur l'heure de pointe. On aurait besoin de renforcer l'offre sur les franges, donc matin et soir, et puis les week-ends notamment. Par contre, les autres branches, on est sur un service qui est nettement moins fourni, avec sur la branche Forez-Est, par exemple, des plages horaires qui s'arrêtent à 19h30. On constate aussi depuis ces dernières années que le ferroviaire est en baisse d'attractivité sur ces deux branches-là, enfin sur ces trois branches-là. Donc, pour redynamiser, il faut qu'on renforce la fiabilité, l'amplitude horaire et le cadencement. Tu veux rajouter ? Oui, peut-être de dire quand même qu'on a sur la partie entre Firminy, dans la vallée du Londais, donc à l'ouest de la carte, jusqu'à Lyon, on a une branche ferroviaire, deux branches ferroviaires qui sont électrifiées. Ce qui n'est pas le cas des branches en direction de la plaine du Forez, pardon. Et la deuxième particularité quand même, c'est qu'on a une qualité d'infrastructure qui est très différente sur les quatre branches de l'étoile ferroviaire. Et notamment la branche en direction de Montbrison, au nord-ouest de l'illustration,
c'est une branche aujourd'hui en termes d'infra qui est très fragilisée, ce qui crée des problèmes de fiabilité des services ferroviaires et du coup qui a un impact sur l'attractivité du ferroviaire au quotidien. Même si tout à l'heure on a entendu que le flux domicile-travail c'était peut-être pas le flux essentiel et le seul et unique motif de déplacement dans les territoires. En l'occurrence là, quand on a à peu près 20-25% des déplacements en lien entre le domicile et le travail, c'est tout un potentiel qu'on pourra reporter sur le ferroviaire et notamment sur des distances où on est entre 15 et 20 km. Donc en fait l'infrastructure ferroviaire répondrait complètement à la demande de déplacement, sauf qu'aujourd'hui on a une qualité d'infra qui n'est pas attractive et qui se sent au quotidien. Une des forces aussi du CERN stéphanois, c'est qu'en intramétropolitain, on a 5 gares donc, qui sont très bien connectées au réseau de transport urbain, notamment le tramway. Et puis pour compléter sur la ligne de Lyon, même si on est à un cadencement qui est assez important avec une plage horaire qui est correcte, on a quand même une forte vulnérabilité aux aléas climatiques, dont un exemple du mois d'octobre où, suite aux inondations, le trafic ferroviaire s'est complètement interrompu entre Saint-Étienne et Lyon pendant 15 jours. Donc on a une vulnérabilité et qui va s'accroître avec le réchauffement climatique. Donc SNCF et l'État travaillent aussi à la fiabilisation de cette ligne qui sera aussi qui nécessitera aussi des investissements importants. Sur ce qui est de la complémentarité de l'offre et de l'intermodalité, donc je vous disais tout à l'heure, on a un réseau tramway ici que vous voyez en rouge qui est bien connecté aux gares, donc c'est déjà une force. Et puis on a avec les EPCI voisins, Mont-du-Pilat, le PETR Jaune-Noir, la communauté d'agglomération de la Loire et la communauté de communes de Forêt, des lignes de car express qui existent déjà de la région, qu'il faudra renforcer et puis mettre en complémentarité avec l'offre ferroviaire, des parcs relais, des aires de covoiturage qui sont travaillées déjà à l'échelle du bassin de mobilité, et puis sur Saint-Étienne, une offre de vélos électriques en libre service qui existe déjà. Par contre, des efforts qu'on a à faire, c'est le développement de parcs relais. On est un peu déficitaire en nombre de places quand on voit le flux de véhicules qui rentrent, c'est 50 000 véhicules jour qui rentrent sur Saint-Étienne en provenance de toute la périphérie, de toute la métropole. Et sur ce qui est de la gamme tarifaire, donc on a mis en place avec Lyon et la région les tarifs T-Libre, on appelle T-Libre, donc c'est des tarifs une tarification zonale où le client peut acheter un tarif combiné STAS, donc le réseau stéphanois TER, ou un tarif combiné qu'on appelle T-Libre M, où on achète un billet pour se déplacer sur le réseau STAS, sur le réseau TER et sur le réseau lyonnais. Donc ça c'est en place pour les abonnements annuels et mensuels. On va le développer là d'ici septembre pour des événements, pour des tickets occasionnels. Ensuite, on a des tarifs combinés avec la région sur le département de la Loire, les cars de la Loire. Par contre, on a développé une offre en direction de la Haute-Loire, parce qu'aujourd'hui, il n'existe aucun tarif combiné. Sur ce qui est service client, on a un MAS local qui est Novisi, et puis à développer avec le MAS Vera pour intégrer les EPCI qui sont autour de Saint-Étienne. On a aussi un travail à faire sur ce qui est le plan vélo. Donc la métropole a son plan vélo, les EPCI voisins ont leur plan vélo. Donc le CERN, ce sera l'occasion de travailler à une mise en concurrence de ces plans vélo et à un travail sur les rabattements sur les gares et une gestion de tout ce qui est parking sécurisé du plan vélo avec Gare et Connexion. Voilà, l'enjeu du CERN pour nous, c'est de mettre en dialogue vraiment les Saint-Étienne Métropole et les EPCI voisins, la région, l'État et SNCF, c'est le réseau Gare et Connexion, pour travailler à une offre qui soit vraiment partenariale. Voilà. Je peux vous dire sur Saint-Étienne. Des questions. L'axe Saint-Étienne-Lyon, il va être partagé entre les deux CERN lyonnais, stéphanois?
Alors, on a une instance qui s'appelle le SMT-AML qui regroupe le Citral Mobilité, Saint-Étienne Métropole et la région, qui est une instance de dialogue. Donc, ça nous a permis d'ailleurs de développer le titre T-Libre, hein, qui permet d'aller d'un réseau à l'autre. Et évidemment, il y a un travail de cohérence à faire. SGP a fait en sorte que les chefs de projet puissent se parler, et puis l'instance de dialogue, ce sera le SMT aussi. Mais on est très contraint par l'arrivée sur le nœud ferroviaire lyonnais. Il y a un enjeu fort de coordination pour maintenir le niveau d'offre avec le secteur lyonnais. Comme vous l'avez pu le voir et m'a présenté Armel, il y a une fréquence à peu près d'un quart d'heure en heure de pointe qui se répartit sur 2 gares, Lyon-Perrache et Lyon-Pardieu. Le principe du CERF stéphanois, c'est bien tout en développant les services ferroviaires pour les échanges internes au territoire stéphanois, c'est de maintenir ce niveau d'offre avec le Rhône sans qu'il y ait une contre-productivité en lien avec le développement du CERM lyonnais qui pourrait créer une limite avec un renforcement de l'offre, notamment par exemple la Giva. Et le principe, c'est bien d'intégrer les 2 territoires, ce qui rend un peu plus complexe encore le développement des CERM, au-delà de tout ce qu'on a pu entendre ce matin. Et donc ça veut dire que ça va être à terme une desserte à 2 niveaux avec le maintien de liaisons régionales Lyon-Saint-Étienne et puis des liaisons plus qui ne sont pas CERM du coup, et des liaisons plus CERM autour de Saint-Étienne. C'est vers ça que vous dirigerez? Alors, on souhaite maintenir les offres directes. Je ne sais pas si c'est du CERM ou pas du CERM. Pour moi, c'est du CERM aussi. Les liaisons directes Lyon-Saint-Étienne, ça fait partie des objectifs, hein, de renforcer l'offre directe et rapide entre Lyon et Saint-Étienne, et en parallèle développer des offres qui soient cadencées, plus omnibus dans la vallée du Gier, et notamment dans le projet de CERM, il y a le développement d'une halte ferroviaire complémentaire pour renforcer cette offre RER en direction de Saint-Étienne. Et bientôt, là c'est bien aussi la problématique, c'est de rester sur tous les points en fait. Ouais. On a les offres TGV, les offres intercités et les offres RER. Tout ça sur une ligne ferroviaire qui n'est pas quand même hyper dimensionnée. C'est tout l'enjeu du travail avec SNCF Réseau, hein, de fiabiliser l'infrastructure pour pouvoir recevoir l'ensemble de ces services. La part des flux, on les appelle sortants vers Lyon, vous l'avez dit tout à l'heure, 2%. 2%. Mais 2% stratégique. Oui, parce que plus de 60% utilisent le DTC, notamment essentiellement le ferroviaire. Et aujourd'hui, il y a une problématique qui est à la fois de fiabiliser encore ce mode de transport, mais aussi de confort pour l'usager, puisque en heure de pointe, c'est des trains qui sont sursaturés. Ouais. Et qu'il y a vraiment des questions sur la capacité d'emport pour conserver l'attractivité sur ces OD du ferroviaire, qui est encore une problématique un peu différente que sur les autres axes, où le principe, c'est de pouvoir faire circuler les trains quand il y a des grilles horaires qui sont mises en place. Sur les axes entiers principaux sur l'aire urbaine de Saint-Étienne, comment elles sont positionnées par rapport aux axes ferroviaires? Est-ce qu'il y a moyen développer une offre de car express performante avec des voies réservées? Est-ce que vous avez regardé aussi cet aspect-là? Alors c'est des choses qu'on pourrait regarder mais qu'on ne voudrait pas en première intention, parce qu'on sait que sur les OD stratégiques, en fait, le ferroviaire est nettement plus efficace. Donc nous, notre volonté, c'est de mettre le paquet sur la partie ferroviaire. Le sujet des cars express, on pourrait avoir des voies réservées sur les autoroutes. La problématique, c'est les accès, en fait. Tous les échangeurs, ils sont à voie unique, ils sont sursaturés, et pour réussir à faire passer des cars express sur l'autoroute, hein, qui pourrait les accueillir, il y a un vrai sujet. Pour ça, c'est pour tous les cars express, c'est la problématique des accès. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas répondre à cette question. Globalement, dans le dessin des infrastructures autour de Saint-Étienne, les autoroutes sont en parallèle à la voie ferroviaire, ou la voie ferroviaire est parallèle à l'autoroute, on choisit. Mais effectivement, il y a une concurrence qui est facile à évaluer en termes de temps de parcours et de fiabilité des temps de parcours dans les heures de pointe notamment. Et puis on l'a pas évoqué, mais il y a aussi un enjeu, au-delà des heures de pointe et en lien avec les flux domicile-travail, il y a aussi un enjeu d'avoir une offre de service qui a double sens, c'est-à-dire à destination de Saint-Étienne, mais aussi dans l'autre sens, parce qu'il y a des pôles d'emploi qui sont autour de Saint-Étienne et où les actifs habitent à Saint-Étienne. Et donc ça, c'est un premier enjeu, c'est d'avoir cette offre un peu
dans l'autre sens, on va dire. Et il y a l'enjeu de la desserte le week-end, puisqu'il y a une mobilité qui existe en lien avec les aménités localisées à Saint-Étienne et ses transports. On regarde un certain nombre d'équipements qui existent, qui sont bloqués. Donc voilà, il y a aussi ces aspects-là qu'on cherche que les partenaires cherchent à porter dans les. Et pour les cars express, on a aussi des sujets avec les monts du Pilat, qui sont des zones très rurales qu'il va falloir aussi desservir. Donc c'est là où le potentiel des cars express est intéressant. Il faut qu'on travaille avec la région. Je fais un peu de pub. Ouais, vas-y. On a mis une petite note qu'on a réalisée avec nos partenaires qui explique un peu les enjeux du CERM stéphanois et les premières propositions un peu pragmatiques de schéma, ce vers quoi on pourrait tendre, qui profiter des infrastructures existantes et qui rejoint un peu les enjeux aussi de financement, comme tu l'as évoqué tout à l'heure sur les cercles. Et voilà, et puis s'il n'y en a pas assez, vous pourrez toujours télécharger sur notre site internet. Voilà, merci beaucoup. Très bien, parfait. Des flèches. Très bien. Merci beaucoup. On finit avec le CERM Clermont-Auvergne. Je suis donc président du pôle métropolitain, président de l'agglomération de Rigon, qui est au nord de Clermont-Ferrand, Rigon et entre Clermont et Vichy. Forcément, on va redire, je vais essayer de passer vite sur les points qui ont déjà été abordés pour se concentrer peut-être sur les particularités. Ce qui est intéressant, je repasse sur les différents appels et comment on en est arrivé là. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ces CERM, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a peut-être 24 cas particuliers et qu'il y aura donc 24 types de réponses, même s'il y aura des troncs communs dans les réponses. Évidemment, la part du ferroviaire, la complexité, une certaine lourdeur pour faire évoluer les services sur la partie ferrée, mais une souplesse et une rapidité sur ce qui est moins ferré, que ce soit évidemment les bus, les cars, les autres offres de mobilité. Le pôle métropolitain, qui est assez jeune, va de Brioude au sud de ce territoire, donc on est dans le département de la Haute-Loire, le nord de la Haute-Loire, le sud de l'Allier avec Vichy, Clermont-Ferrand, Thiers, quand on arrive vous arrivez de Lyon par l'autoroute, c'est principalement ce territoire. Donc sur 3 départements, une métropole centre avec 300 000 habitants, des villes petites et moyennes, des agglos de 50, 60, 70 000, et puis des EPCI plus petits. C'est 11 EPCI, c'est donc 700 000 habitants, un petit peu plus de la moitié de l'ex-Auvergne administrative. C'est 300 000 emplois et un gros pôle étudiant à Clermont-Ferrand, mais aussi un pôle secondaire à Vichy qui est en forte croissance. Je pense évidemment au CREPS, mais avec d'autres antennes universitaires à Vichy. D'autres sont en train de se développer à Issoire également et prochainement à Rion. Donc on a des mobilités dans les deux sens. Ce n'est pas nécessairement les jeunes qui viennent à Clermont-Ferrand faire leurs études. On peut avoir des étudiants de Clermont qui vont partir dans l'autre sens. Évidemment, un territoire économique important, comme la plupart des territoires, avec bien sûr Michelin, le gros pôle agro-industriel de Limagrin, la Banque de France, grâce à laquelle vous avez vos billets dans votre poche, qui est sur ce territoire, Aubert et Duval et Constellium à Issoire, dans les Ancis, et puis un certain nombre de grandes marques, Ligier sur Vichy ou L'Oréal, Danone à différents endroits, etc., etc. Puis une offre touristique, un territoire touristique, mais pas que. Des classements UNESCO, la chaîne des puits, 9 stations thermales dans le territoire, et puis des structures qui participent à l'attractivité du territoire. Je pense évidemment à Vulcania, mais aux 2 parcs naturels régionaux, celui des volcans, celui du Livradois Forest,
pour prendre quelques exemples. Je ne reviens pas sur les 24 projets, vous les connaissez par cœur. Chez nous, où on en est? On a fait un peu comme les autres. D'abord, la première phase qui est en cours de finalisation, l'étude ferroviaire, l'étoile ferroviaire. Alors, pour la plupart des élus et encore plus pour la population, tout ça est un joyeux foutraque. L'étoile ferroviaire, étude CERN, mobilité. Bon, quand on dit en plus qu'on réfléchit à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, il faut quand même arriver à accrocher les ballons. Bon, bref, vous qui êtes des spécialistes, vous savez faire la différence. Donc, l'étude étoile ferroviaire, avec l'État, la région, et c'est le pôle métropolitain qui était venu plutôt que les AOM ou les syndicats de mobilité sur cette étude qui est en cours. Deuxième phase, le pôle reste partenaire de la dynamique, mais on a fait le choix, comme dans les autres territoires, d'avoir 50% région, 50% État, 25% région et les 25% les 5 AOM. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui le paradoxe assez amusant, c'est que quand nous demandons à un EPCI de contribuer à quelque chose, généralement il dit non. Et là, donc, on a dit aux 6 EPCI qui ne sont pas OM, vous ne payez pas cette phase d'étude. Si, nous on veut payer parce qu'on veut être sûr d'être dans la dynamique. Bon, donc ils ne payent pas, mais ils sont bien dans la dynamique. Et on a, donc, ça prouve aussi que sur des zones plus rurales, parce que si on parle de territoires non AOM, c'est plutôt des EPCI ruraux, ben, ces EPCI ruraux, ils ont aussi des habitants et des enjeux de mobilité, évidemment. La compétence région sur ces territoires ne suffit pas à la régler, et il y a ces besoins de venir au parc de Clermont-Ferrand, et ils veulent être complètement à bord pour leurs différents sujets. Et puis on a cette particularité sur une partie du territoire, notamment la partie nord, si je reviens sur ce territoire, entre la ligne Clermont-Ferrand, Vichy-Lorient, Vichy-Paris, avec cette intercité de la honte, qui fait qu'on arrive à être effectivement là, pas au XXe siècle, comme je disais tout à l'heure, mais plutôt au XIXe siècle, où on a des temps de parcours des fois qui font 6 ou 7 heures quand vous êtes planté 3 heures au milieu du trajet parce qu'il y a une locomotive en panne à Nevers. Donc ce sujet de la sécurisation, de l'amélioration de la performance de l'Intercité, il est majeur pour l'attractivité de l'Auvergne en général, et il est cohérent en partie avec le sujet CERN, puisque si vous voulez aller de Clermont-Ferrand à Vichy, vous pouvez avoir ou du RER ou de l'Intercité. Donc quand l'Intercité est plantée quelque part sur le système, ça fiche en l'air l'ensemble du problème. Plus la problématique de supprimer, je crois, 80 ou 100 passages à niveau entre Clermont-Ferrand et Paris, donc 14 entre Clermont-Ferrand et Vichy. Et la suppression de passages à niveau, c'est des études aussi complémentaires avec d'autres, notamment avec la SNCF, avec un GEROP, etc. C'est des enjeux majeurs qui vont chercher un autre financeur qui n'est pas dans les débats stratégiques, mais les départements, puisque souvent c'est une route départementale où il faudra faire ou un pont ou supprimer la voie. Et comme on est en plein dans la zone agricole et pas dans les zones urbaines, si vous faites 1 kilomètre de plus, c'est pas trop gênant en voiture. Et quand vous avez un agriculteur céréalier qui doit passer de l'un côté de son champ qui est traversé par la voie et qui a 20 km de détour sur un schéma stratégique, on dira qu'il ira prendre le pont un petit peu plus loin, c'est un petit peu plus compliqué. Donc je ne sais pas combien on va être capable de supprimer de passages à niveau à une échelle de temps raisonnable pour améliorer la sécurisation, puisque bon, vous savez mieux que moi, c'est des enjeux forcément d'accidents et donc de retard et donc de perturbation du trafic. Évidemment, nous aussi, on travaille avec des partenaires extérieurs, notamment la Société des grands projets. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle de SGP. Il me semble que plus de la moitié des projets CERN sont étudiés avec la SGP, mais il y a d'autres territoires qui n'ont pas travaillé avec la SGP. Bon, voilà, l'ensemble des sujets sont évidemment traités dans le cadre des CERN. Comme les autres, on a le besoin de transformer les mobilités territoriales. Différents intervenants l'ont dit tout à l'heure. Il y a l'enjeu de venir à Clermont-Ferrand, mais il y a l'enjeu d'aller dans l'autre sens. On a implanté une usine Hermès à côté de la gare d'Orion sur une friche industrielle. Elle coche différentes cases, rebâtir la ville sur la ville, ramener de l'industrie, même en tout cas de l'artisanat industriel, en cœur de ville. L'entreprise Hermès a demandé à ses salariés de réduire de 30% l'impact carbone. Donc beaucoup viennent en mobilité douce ou en mobilité train.
Et donc on commence à avoir des flux Ghana, Vichy, Clermont-Ferrand qui viennent à la gare de Riom parce qu'il y a un pôle industriel important et que j'ai aussi 3 lycées à côté. Donc la gare de Riom devient, on va dire, commence à découvrir à court terme les effets pervers, mais à moyen terme les effets positifs d'une surfréquentation, avec une ville de Clermont qui est sursaturée dans son centre-ville, avec un tram qui ne passe pas à la gare, c'est une vraie particularité clermontoise, on ne comprend toujours pas, et avec donc une gare de Clermont qui est inaccessible pour la deuxième couronne. Donc les gens viennent avec leur voiture prendre les trains à la gare de Riom. Donc on a un enjeu aujourd'hui particulier sur cette gare, ce qui n'est pas le problème d'Issoire, de Vichy, voilà. Donc tout ça, ce qui est intéressant, c'est que finalement tout le monde est à peu près d'accord sur les objectifs, on n'est pas tous d'accord sur les solutions, mais on voit bien qu'on va tous y aller. Et la difficulté, c'est de faire coordonner le temps court et le temps long. Le temps court, c'est l'usager, il a un problème, il veut une solution, il va voir ses élus, quand est-ce que tu règles mon problème, et quand on est sur de la mobilité type AOM, type ligne de bus, bah, en maximum, au bout d'un an, on peut changer des horaires, rajouter un bus, augmenter les fréquences. On est plutôt sur du temps court en tant qu'AOM de proximité. Et quand on est sur de l'infra, bah, évidemment, on est sur du temps long, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et ça, c'est un des sujets dans la démocratie, dans l'échange avec les citoyens. Ce qui est compliqué à expliquer, quand la région commande des nouvelles rames de RER, qu'on est sur 3 ans, qui deviennent 4 ans, qui deviennent 5 ans, quand les rames oxygène qui font Clermont-Paris ont 1 an de retard, mais bientôt une 2e année de retard, ben on sera plutôt livré en 2027 que 2025. Ben pour l'usager, c'est incompréhensible. Voilà. Et quand on est dans le système, on comprend bien que c'est long de bâtir un outil industriel ou un outil de maintenance. Donc ça, c'est la partie, on va dire, ferrée classique. Et puis il y a toutes les autres mobilités, nous comme d'autres, à Vichy, à Issoire, à Riom, à Thiers, on travaille sur les autres mobilités, le vélo, le covoiturage, l'autopartage, etc., pour que, on va dire, on ait des réponses un petit peu plus de court terme. Sébastien, c'est oui, là, là je vais peut-être compléter pour préciser avec quelques chiffres. Alors, dans cette zone, globalement, 1,5 à 2 millions de déplacements. Alors, comme on a eu les 2 dernières enquêtes n'ont pas été faites sur les mêmes périmètres, j'ai un peu de difficulté à vous dire exactement le chiffre, d'autant que la nouvelle enquête a été faite sur un périmètre un peu plus réduit que la précédente, donc c'est pour donner plus un ordre de grandeur. Ensuite, on a quand même une organisation, en tout cas de la mobilité ferroviaire, qui est plutôt sur un axe nord-sud, hein, c'est-à-dire que l'axe Vichy-Clermont et d'autre part l'axe Clermont-Issoire sont déjà des axes qui sont plutôt bien desservis, avec une 30aine de trains par jour, et la problématique est plutôt les heures creuses et le soir. Par contre, sur Thiers et sur Volvic, on est dans le niveau de qualité que nos collègues stéphanois ont exprimé pour leur ligne qui part vers Montbrison. Alors Montbrison, c'est l'autre partie de la ligne Clermont-Saint-Étienne qui a été fermée. Donc là, on est sur des offres assez limitées, hein, 5 à 8 trains par jour, plutôt calés aux heures de pointe et que pour aller vers Clermont, alors qu'il y a plus d'actifs de Clermont qui vont chercher un travail à Thiers que le contraire, par rapport aux statistiques de l'INSEE. Ensuite, bon, on a différents niveaux de réseau, je dirais. Il y a, dans notre agglomération, il y a, je dirais, dans notre territoire, il y a le réseau du SMTC, donc de l'agglomération centre, qui est géré dans la première division dans notre territoire. Après, on a les agglomérations de Riom et Vichy, avec des réseaux articulés autour de 5-8 lignes de transport public qui ont un nœud sur la gare ferroviaire qui a été déjà réaménagée au pôle d'échange il y a quelques années. Et puis deux, je dirais, AOM urbaines qui ont plutôt peut-être un peu plus de jeunesse ou par rapport à la taille démographique, ont des réseaux un peu moins développés.
Et puis, même si aujourd'hui, là, on a posé quelques traits verts pour signifier la question des cars et la question des cars express, on a quelque chose qui est pas très développé sur notre territoire et qui a besoin de réfléchir avec des interrogations à parfois, je vais prendre l'exemple de ce territoire-là au sud, à se dire est-ce qu'il n'y a pas une opportunité et à développer le ferroviaire et à développer une solution car express, parce qu'en fait sur ce territoire, sur cet axe-là, en fait, qui va vers le sud, la voie ferrée est plutôt sur Col-la-Rivière, mais plutôt à l'est, et l'autoroute passe un peu plus sur un autre corridor, finalement un corridor un peu différent à l'ouest, et donc il est un peu difficile pour expliquer à cette poche de population, commencer à vous rabattre vers le train, faire 10-15 minutes de voiture, puis après prenez un train pour finalement qu'un trajet de 10 à 15 minutes, et finalement on se dit que peut-être l'opportunité, même si aujourd'hui tout ça n'est pas étudié, est-ce que c'est pas plutôt un car express, d'autant que là on est sur une zone où l'autoroute a été récemment mise à 3 voies, donc il y a des capacités intéressantes, mais tout ça va être étudié notamment par Sistra qui est notre assistant dans ce dossier. Voilà, Président. Un des effets positifs de la dynamique, c'est que par exemple cette communauté de communes de Ghana 5% vient de demander d'obtenir son adhésion au pôle métropolitain en disant on est plus près que Issoire et Brioude, on a une gare, c'est l'ancienne voie qui va sur Montluçon, qui continue de fonctionner. Il y a un projet de renforcement industriel sur une mine de lithium avec un outil industriel qui pourrait se développer sur Montluçon, qui va aussi utiliser cette voie ferrée. Donc quand on coordonne des enjeux industriels de transport marchandises, un pôle d'habitants ici et des mobilités vers Clermont, les élus de ce territoire se sont dit il faut absolument qu'on rentre dans le pôle, alors qu'il y a 4-5 ans, ils disaient non, dans ce gros zinzin, ça ne sert à rien, on n'y va pas. Donc il y a aussi ces effets pervers positifs, ou ces effets positifs, de dire finalement on aura emmené à peu près l'ensemble du territoire, parce que les enjeux sont les mêmes. C'est aussi des villes, Ghana et 5%, où il y a des gros pôles industriels. Sur 5%, qui doit être quelque part au milieu, il y a 3 usines Vuitton par exemple, donc il y a 1000 salariés chez Vuitton, donc avec des gens qui peuvent habiter à Rion, à Clermont-Ferrand, en disant j'ai pas spécialement envie d'habiter sur ce territoire. Bon, voilà. Mon temps de parole étant écoulé, c'est une manière de régler le thème. Non, mais j'étais à peu près au bout. Je voulais dire un mot du développement des quartiers-gares, puisque l'agence urbanisme et le pôle métropolitain qui accompagnent la démarche maintenant sur la phase opérationnelle, mais ne seront pas financeurs. Nous, au niveau du pôle, on va se concentrer sur les conséquences de l'augmentation des mobilités sur les quartiers de gare. Il y a évidemment le parvis de la gare, il y a les coordinations avec les autres services de mobilité, et puis autour de ces gares, il est en train de se passer pas mal de choses, de réflexion, un écoquartier à Rion, un développement autre de parking ou d'autres sujets à Vichy. Donc l'enjeu du développement des gares, de l'urbanisation des gares, va être... Ah oui, non, mais je l'ai là, très bien. Non, il n'est toujours pas là. C'est toi qui sais faire. Non, mais c'est pas grave. L'enjeu du développement des gares est effectivement... Ah, voilà. Donc, voilà, par exemple, autour de Rion, un projet d'écoquartier de ce côté-là de la voie, l'usine Hermès dans une ancienne friche, deux lycées qui sont là, les anciennes friches pénitentiaires de Rion qui sont en train d'être réhabilitées. Donc là, il y a sur 200 mètres autour de la gare, plus des parkings qui sont un peu partout. Et il y a un enjeu majeur d'urbanisme, et donc entre la ville, l'agglo, le pôle métropolitain, on va avoir un focus particulier ici. Les enjeux à Issoire vont être différents, les enjeux à Vichy vont être encore différents. Dans certains cas, on a aussi des enjeux de gares routières ou de gares ou de croisement de différents services de mobilité. Ça, c'est l'enjeu du quartier des gares. Et pour synthétiser, mais on n'est pas fondamentalement différent des autres sur ces sujets-là, le renforcement de l'offre, créer le choc d'offres. On vient de boucler l'évolution de notre mobilité sur l'agglomération d'Orion. On a plus 20% de choc d'offres.
l'agglomération de Clermont-Ferrand est en train de faire des gros travaux sur un réseau qui s'appelle Inspire, avec la volonté aussi de faire plus 20%. Donc les AOM vont faire leur job d'évolution, et l'enjeu c'est évidemment, soit en augmentant la fréquence, soit en augmentant la taille des véhicules, de pouvoir emporter plus de gens, plus souvent, de manière plus sécurisée et plus régulière. Je redisais le sujet de la liaison vers Paris, qui est vraiment stratégique pour nous en termes non seulement d'image, pour arrêter de faire la une des journaux de 13 heures sur les gens qui ont dormi dans le train, et puis de renforcer l'attractivité de la plaque Auvergne. Et puis l'enjeu de l'ouverture à la concurrence en 2029, voilà, qui a des avantages et des inconvénients, mais qui peut aussi rechallenger les uns et les autres. On a vu l'exemple en Suisse où on n'est pas dans l'ouverture à la concurrence, mais il y a une vraie attention aux détails, aux services clients et à la performance. On ne coupera pas les réflexions sur ces sujets-là, plus on va renforcer les freins sur les autres enjeux, puis une vision globale, ce qu'on pourrait appeler l'expertise client. Et enfin, la conférence de presse signée récemment, à l'occasion de la signature des conventions, il y a aujourd'hui 4 des 6 conventions CERN qui ont été signées en Auvergne, avec la volonté de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs. Donc voilà, plein de points communs entre les 6 CERN, si je prends la casquette région, et puis quelques particularités sur celui de Clermont, qui est peut-être le petit poussé des 6 autres, mais finalement peut-être assez agile pour pouvoir avoir des évolutions sans bâtir des grosses infras. Voilà. Est-ce que vous avez si je peux faire juste un complément sur le rapidement, et ça reboucle avec une question qui avait été posée en début de séance sur notre dossier. L'ambition sur le ferroviaire, c'est que à la fois la question de la nouvelle liaison Paris-Clermont et de l'ouverture à la concurrence 2028-2029 soit une première marche pour donner à voir un nouveau service dans cette zone, même s'il y aura des développements futurs, mais c'est de voir comment, avec les infrastructures ferroviaires existantes, on peut, dans un délai, je dirais, assez court terme pour du ferroviaire, déjà proposer une évolution. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez regardé, parce que autour de Clermont-Ferrand, il y a Lyon qui est pas loin, il y a Saint-Étienne qui est pas très loin non plus, il y a Montluçon. Est-ce que vous avez un petit peu dézoomé pour regarder en termes de plus régional, enfin, ce qui pouvait être fait avec les autres gros pôles? On commence, ça fait partie des travaux en cours. C'est quand il y a un périmètre, quel qu'il soit, sur quel que soit le sujet, il y a ceux qui sont hors périmètre, qui disent nous. Moulins, par exemple, c'est à 55 minutes de Clermont-Ferrand, donc c'est à côté. On dit pourquoi pas nous? Après, vous avez des copains du Cantal qui disent il n'y a pas le Cantal dans le truc, donc pourquoi pas la ruralité. Bon. Donc il y a le premier, deuxième, troisième, quatrième cercle. Donc forcément, voilà. En termes de pourcentage de flux, Clermont-Montluçon ou Clermont-Saint-Étienne, en tout cas en mobilité, c'est relativement faible, quoi. Il y a un vrai enjeu du Clermont-Lyon. Aujourd'hui, on est à 2h20 de TER. Ça va être compliqué d'améliorer le temps. Et puis, plus on se rapproche de Lyon, plus on est à la plaque urbaine, les enjeux des différentes gares, principalement la Part-Dieu, etc., enfin les mêmes enjeux que vous. Donc, le renforcement des mobilités ferrées sur l'agglomération lyonnaise peut avoir des conséquences négatives pour Saint-Étienne et Clermont-Ferrand sur ces sujets-là, si ce n'est pas bien pris à bord en termes de sillons, en termes d'horaire, on va dire à moyen terme, parce qu'on voit bien que ces espaces sont déjà saturés. Quand dans les mêmes gares, vous avez des ER, des intercités, des TGV, et que tout ça va continuer à exploser. Personne ne fait l'autruche, mais on se dit que ça peut coincer à un moment donné ou à un autre. Mais avant qu'on construise une nouvelle gare l'agglomération lyonnaise, ça va être compliqué. Mais oui, on essaye de prendre
ce troisième périmètre, un petit peu plus éloigné, pour en mesurer on va dire le pourcentage. Mais tout à l'heure, vous disiez, je crois, 2% les flux en nombre de voyageurs, de kilomètres voyageurs. Saint-Étienne-Lyon, je n'ai pas le pourcentage, mais c'est le niveau. 98-99% est dans la zone les échanges sont dans la zone qu'on vous a montré tout à l'heure. Mais c'est pas pour ça que le 1 ou 2%. Comment? Parce qu'on raisonne sur les domiciles. Non, mais même sur les déplacements. Ouais. Autre question. Après, il y a toujours la concurrence à la voiture dans les deux sens. Et en fait, on est tous un peu comme ça. Tant qu'on n'est pas trop gêné dans nos déplacements en voiture et que c'est assez simple de la prendre, il y a on va dire, un tropisme pro-voiture. Jusqu'à présent, les circulations voitures dans l'aire urbaine de Clermont-Ferrand n'étaient pas trop compliquées. On sent qu'on atteint les limites, comme ailleurs, et du coup, voilà, il y a une appétence au transport en commun, il y a une appétence pour des raisons économiques, pour des raisons de stationnement, moins en plein de parking dans les cœurs de ville, comme partout. Donc il y a un fort, voilà, sur le sud, Brioude, Issoire, Clermont-Ferrand, on a aujourd'hui voilà, pas mal de plaintes d'usagers qui nous disent on est serré comme des sardines dans les trains, et il y a 5 ans, ce n'était pas le cas. Voilà, est-ce qu'il y a eu un effet Covid ou évolution, enfin on le voit partout. Donc là, l'enjeu, c'est d'aller assez vite, et c'est là où on ne peut pas demain matin rajouter une rame, mais c'est plus facile de rajouter une rame que de construire une ligne de train. Donc on est sur un temps, on va dire un temps relativement court par rapport à des enjeux de mobilité. On est plus sur du 2 ans que du 10 ou 15 ans sur certaines problématiques à résoudre. Voilà, très bien, merci à vous tous, et je crois que c'est largement l'heure du buffet.